J'ai 29 ans, je suis le fils du milieu coincé entre deux sœurs, Émilie, 34 ans, et Sophie, 25 ans. Il y a quelques semaines encore, je vous aurais dit que nous formions une famille très unie. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons toujours été là les uns pour les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Dernièrement, cependant, les choses ont semblé changer. Cela a commencé par des petites choses, comme ne pas comprendre les blagues pendant les dîners de famille. Émilie et Sophie riaient de quelque chose, et lorsque je demandais des explications, elles répondaient simplement « Oh, ce n'est rien » ou changeaient de sujet. J'ai d'abord ignoré cela. J'étais occupé par le travail, et je me suis dit que je ratais simplement des discussions de groupe ou des échanges rapides. Mais ensuite, cela a commencé à arriver plus souvent. J'apprenais les projets familiaux à la dernière minute, où Émilie faisait référence à quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'était comme s'il y avait un fil invisible qui reliait tout le monde sauf moi. Le premier véritable signe que quelque chose n'allait pas s'est produit lors d'un barbecue familial. Nous étions tous ensemble dans la cour, et Sophie montrait quelque chose à Émilie sur son téléphone. Elle rigolait comme des enfants, et j'ai demandé « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Dès que j'ai parlé, les rires se sont interrompus. Elles ont échangé un regard étrange avant que Sophie ne range son téléphone dans sa poche et dise « Oh, ce n'est rien d'important ». C'était gênant. J'ai essayé de rire, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'elle cachait quelque chose. L'étrangeté a atteint un nouveau niveau le week-end dernier. J'étais chez mes parents, aidant ma mère avec son ordinateur portable. Elle est nulle en technologie, donc je suis le technicien officieux de la famille. Pendant que je triais ses emails, son téléphone a vibré sur la table. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais l'écran s'est allumé, et j'ai aperçu une notification la discussion familiale. L'aperçu du message provenait d'Émilie, ne le mentionne pas devant lui aujourd'hui. J'ai eu le cœur qui s'est arrêté. La discussion familiale ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pensais faire partie de la seule discussion familiale que nous avions, vous savez, celle avec les choses habituelles et ennuyeuses, les listes de courses, les rappels, les mêmes occasionnels. Mais ce n'était pas cette discussion. C'était autre chose, quelque chose dont je ne faisais pas partie. Je n'ai rien dit à ma mère. Je lui ai simplement rendu l'ordinateur portable et j'ai inventé une excuse pour partir. Sur le chemin du retour, j'ai continué à repasser ce message dans ma tête, ne le mentionne pas devant lui aujourd'hui. Que me cachait-elle ? Était-ce quelque chose à propos de moi ? Avais-je fait quelque chose pour les contrarier ? J'ai décidé de ne pas les confronter immédiatement. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire plus attention. Je me suis souvenu d'il y a quelques mois, lorsque les plans d'un voyage familial ont été changés à la dernière minute. À l'époque, elles avaient dit que c'était à cause de l'emploi du temps d'Émilie, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. Et puis il y avait les blagues intérieures que je ne comprenais pas, les conversations parallèles qui prenaient fin dès que j'entrais dans la pièce. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai parcouru notre discussion familiale. C'était exactement ce dont je me souvenais, des choses sèches et basiques, rien de comparable au message que j'avais vu sur le téléphone de ma mère. Il n'y avait aucune discussion, aucune blague, aucun projet en cours, seulement des messages logistiques comme « Qui apporte le dessert dimanche ?» Cela ressemblait à une discussion de remplacement, quelque chose pour m'empêcher de remarquer qu'il y en avait une autre, plus active. Je ne pouvais plus garder cela pour moi, alors j'ai appelé mon meilleur ami, Jason. Nous sommes amis depuis l'université, et il est généralement bon pour me calmer lorsque je commence à paniquer. Je lui ai tout raconté, les regards étranges, la discussion secrète, le message que j'avais vu. Jason a plaisanté en disant qu'elle préparait peut-être une fête surprise pour moi ou quelque chose du genre, mais même lui n'avait pas l'air convaincu. Il m'a dit de simplement leur demander directement, mais je n'étais pas encore prêt pour ça. Si ce n'était pas quelque chose d'innocent, je ne voulais pas avoir l'air paranoïaque ou fou. J'ai donc décidé de sonder le terrain un peu. La prochaine fois que j'ai vu Sophie, j'ai demandé de façon décontractée s'il y avait de nouvelles discussions de groupe que j'avais manquées. Elle a eu ce regard de biche au phare avant de dire rapidement « Non, seulement la discussion habituelle ». Sa réponse était trop rapide, trop apprise. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà, elle mentait. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai continué à penser à toutes les raisons possibles de la discussion secrète. Avais-je fait quelque chose pour les contrarier ? Parlait-elle de moi dans mon dos ? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait ce que toute personne saine d'esprit fait à 3 heures du matin, je suis allé sur Reddit.
J'ai cherché, discussion familiale secrète, et j'ai été surpris de trouver un tas de messages de personnes qui avaient été dans des situations similaires. Certaines ont découvert que leur famille planifiait une surprise, mais d'autres ont découvert des choses bien pires. Mon anxiété a grimpé en flèche en lisant ces fils de discussion. L'idée que ma famille puisse me cacher quelque chose de grave m'a empêché de dormir toute la nuit. Le lendemain, j'ai essayé de poser une question similaire à Émilie, juste pour voir si j'obtenais une réponse différente. Elle a joué la carte du calme, disant qu'il n'y avait qu'une seule discussion familiale, mais j'ai remarqué qu'elle ne me regardait pas dans les yeux. On avait l'impression qu'elle essayait de ramener la conversation sur le travail ou autre chose. J'ai quitté la conversation plus convaincu que jamais que quelque chose se passait. Je savais que je ne pouvais pas continuer à faire les choses à moitié indéfiniment. Soit je deviendrais fou à force de trop réfléchir, soit je devrais les confronter. Mais je n'étais pas encore prêt. J'avais besoin de plus d'informations. J'ai décidé alors que j'allais aller au fond des choses, même si cela signifiait avoir une conversation inconfortable avec tout le monde. J'ai toujours fait confiance à ma famille, mais maintenant je commence à me demander si j'ai été naïf. Quoi qu'il en soit, je vais découvrir ce qui se passe vraiment, et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas de réponse. Mise à jour 1. Le dimanche suivant, nous avons eu un dîner de famille chez Émilie. C'était l'une de ces réunions régulières que nous organisions depuis des années. Chacun apporte un plat, nous nous asseyons autour de la table et nous échangeons des nouvelles. J'ai pensé que c'était le moment idéal pour sonder le terrain. Je voulais voir si je pouvais les faire se laisser aller sans leur faire trop comprendre que je cherchais des informations. Nous étions en plein dîner, en train de parler de choses aléatoires comme le nouveau travail de Sophie et le dernier film qu'Émilie avait regardé. J'ai mentionné de façon décontractée que j'avais dû mettre en sourdine quelques discussions de groupe sur mon téléphone parce qu'elles n'arrêtaient pas de sonner pendant mon travail. J'ai fait une blague à ce sujet, faisant semblant que ce n'était pas grave. Je l'ai immédiatement remarqué, la légère pause. Sophie a jeté un coup d'œil rapidement à Émilie, qui n'a pas levé les yeux de son assiette. J'ai senti une montée d'adrénaline. Je n'imaginais pas les choses, il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Après un moment, j'y suis allé. Et, y a-t-il des discussions de groupe dont je ne fais pas partie, ai-je demandé, en gardant ma voix légère. C'était presque comme si je plaisais, mais pas vraiment. La pièce est restée silencieuse pendant un instant ou trop longtemps. Sophie a lancé un rire nerveux et a commencé à parler du dessert comme si je ne venais pas de poser une question directe. Ma mère s'est levée pour débarrasser la table, se déplaçant rapidement, tandis que mon père semblait complètement ignorant, se concentrant sur le reste de ses pommes de terre pilées. Émilie, cependant, n'a pas levé les yeux, elle m'a simplement posé des questions sur mon travail, comme si elle essayait de détourner la conversation. C'était trop évident. Je ne pouvais pas croire qu'elles étaient aussi directes à ce sujet. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai dit, je sais qu'il y a une autre discussion familiale. J'ai vu une notification sur le téléphone de maman la semaine dernière. Cela a attiré leur attention. Émilie a finalement levé les yeux, son visage se contractant. Elle n'a même pas essayé de cacher son agacement. Ma mère s'est retournée de l'évier, ayant l'air coupable à mourir, tandis que le sourire de Sophie s'est effondré. Mon père n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait, il regardait simplement entre nous, confus. Émilie a été la première à prendre la parole. Elle avait l'air sur la défensive, me disant que ce n'était pas mon affaire les discussions qu'elles avaient. Elle m'a accusé d'avoir fouillé dans le téléphone de maman, ce qui ne s'était pas passé du tout. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer avant que ma mère n'intervienne, essayant de calmer les choses. Elle a continué à dire, ce n'est pas ce que tu penses, mais elle n'a pas donné plus d'explications. À ce stade, je n'allais pas abandonner. J'ai insisté davantage, en disant, si ce n'est pas grave, alors pourquoi n'étais-je pas inclus? Qu'est-ce qui est si secret que je ne peux pas le savoir? Sophie a soudainement lancé, ce n'est pas à propos de toi, d'accord? Nous essayons de te protéger. Sa voix s'est un peu brisée, et cela m'a pris au dépourvu. Me protéger de quoi? Cela n'avait aucun sens. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle s'est tue, regardant Émilie comme si elle avait trop dit. Il y a eu un silence lourd. Elles ont toutes échangé des regards, et je pouvais les voir essayer de décider quoi faire ensuite. Ma mère a soupiré le genre de soupir qui semble porter beaucoup de poids. Elle s'est rassise à la table et a dit doucement, nous aurions dû te le dire plus tôt. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et c'est là qu'elle a commencé à expliquer. Apparemment,
la discussion de groupe a été créée il y a plus d'1 an. Il ne s'agissait pas seulement de blagues et de projets familiaux, il s'agissait de parler de papa. Elles avaient commencé à remarquer de petites choses, de petits signes que quelque chose n'allait pas chez lui. Il oubliait des choses simples, répétait les mêmes histoires ou se mélangeait les dates. Au début, elles ont pensé que c'était juste le vieillissement normal, mais les symptômes ont continué à empirer. Émilie a pris le relais, expliquant qu'elle ne voulait pas m'inquiéter avant d'être sûre. Elles avaient utilisé la discussion pour coordonner les rendez-vous chez le médecin, partager les mises à jour et décider quoi faire ensuite. Elle craignait qu'il ne s'agisse d'une démence précoce, mais elle n'avait pas encore de diagnostic. Elle ne voulait pas me le dire avant d'avoir plus d'informations. Je suis resté là, stupéfait. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout ce temps, je m'étais senti exclu, pensant qu'elle parlait de moi dans mon dos, alors qu'en réalité, elle s'occupait de quelque chose de bien plus important. Je ne savais pas quoi dire. Je ressentais un étrange mélange de choc, de culpabilité et de blessure à la fois. Ma mère s'est excusée, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me laisser dans l'ignorance. Elle a admis qu'elles auraient dû me le dire plus tôt, mais elle pensait me épargner l'inquiétude. Sophie pleurait maintenant, disant combien il avait été difficile de garder ce secret, surtout qu'elle avait failli se laisser aller à plusieurs reprises. Émilie était plus silencieuse que d'habitude, hochant simplement la tête. Je me suis levé et je suis sorti pendant 1 minute. J'avais besoin d'air. Mon téléphone a vibré dans ma poche, c'était Jason, mon meilleur ami. J'ai répondu, et il a pu dire que quelque chose n'allait pas tout de suite. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, comment j'avais découvert la discussion et ce dont il s'agissait réellement. Il a écouté tranquillement, puis m'a dit de respirer et de me donner 1 minute avant de rentrer. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche, regardant la rue. C'était un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'étais content que ce ne soit rien de malveillant, mais savoir ce que c'était à la place ne me semblait pas mieux. C'était comme si j'avais été frappé par une vague que je n'avais pas vue venir. Finalement, je suis rentré. Elles étaient toutes assises là, me regardant avec impatience. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour tout traiter. Je n'étais pas en colère, mais j'étais dépassé. Elles ont hoché la tête, comprenant. Ma mère avait l'air de vouloir dire plus, mais elle s'est retenue. Je suis parti peu de temps après, promettant que nous en parlerions plus tard. Pendant que je rentrais chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les moments passés avec papa qui avaient soudainement un sens, les questions répétées, les petites erreurs que j'avais ignorées. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais encore, mais je savais une chose, les choses allaient changer, que j'y sois prêt ou non. Mise à jour 2. Après avoir quitté la maison d'Émilie, je n'ai contacté personne pendant quelques jours. J'avais besoin d'espace pour traiter ce que je venais d'apprendre. Mon téléphone était plein d'appels manqués et de SMS de mes 2 sœurs, mais je n'arrivais pas à me résoudre à répondre tout de suite. Finalement, j'ai vu un SMS d'Émilie me demandant si j'allais bien. J'ai simplement répondu par « J'ai besoin de temps ». Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que je pouvais gérer à ce moment-là. Au cours des jours suivants, tout a commencé à s'éclaircir. J'ai rejoué des moments de l'année passée avec mon père. Il y avait tellement de petites choses que j'avais ignorées sans y penser. Je me suis souvenu d'une fois où il m'avait appelé 2 fois en une journée, racontant la même histoire sur le chien d'un voisin. À l'époque, je pensais qu'il était simplement distrait. Puis il y a eu ce week-end où il est venu et n'arrivait pas à se souvenir où je rangeais les tasses à café ou quelque chose qu'il connaissait depuis des années. J'ai plaisanté sur le fait qu'il perdait la tête, mais maintenant cela ne semblait plus drôle. Je me suis retrouvé à faire ce que tout le monde fait lorsqu'il est confus et dépassé, j'ai fait une recherche sur Google. J'ai passé des heures à lire sur la démence précoce, à parcourir des articles médicaux, des blogs personnels et des fils de discussion Reddit de personnes partageant leurs propres expériences. C'était déchirant. J'ai appris les symptômes, la progression et le coût émotionnel que cela représente pour les familles. Plus je lisais, plus cela commençait à s'infiltrer, mon père ne faisait pas que vivre quelques moments de sénilité, c'était quelque chose de bien plus grave. Finalement, j'ai décidé d'appeler ma mère. J'ai pu entendre l'épuisement dans sa voix lorsqu'elle a décroché. Je n'ai pas perdu de temps avec des bavardages. Je lui ai demandé de me tout dire, plus de secrets, plus d'essais de me protéger. Elle a expliqué comment tout avait commencé par de petites choses, comme papa se perdant en voiture dans des endroits familiers ou oubliant des dates. Au début, elles ont ri, mais ensuite cela a empiré.
Il oubliait les conversations qu'il avait eues quelques minutes auparavant, il commençait à avoir du mal à se souvenir d'informations basiques, comme sa propre date de naissance. C'est là qu'elles ont réalisé que c'était plus que du vieillissement normal. Maman a avoué qu'elle et mes sœurs avaient peur. Elles ne voulaient pas m'inquiéter avant d'être sûres de ce qui se passait. Elles étaient allées voir plusieurs médecins, mais il n'y avait toujours pas de diagnostic confirmé. L'incertitude les tuait, et elles pensaient que garder le silence faciliterait les choses. Ce ne fut pas le cas. Je pouvais dire par sa voix qu'elle retenait ses larmes. Je l'ai remerciée de m'avoir enfin dit la vérité, puis j'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Un peu plus tard, Sophie a appelé. Elle avait l'air nerveuse, presque comme si elle avait peur que je ne réponde pas. Elle m'a dit combien il avait été difficile de garder ce secret, surtout qu'elle a toujours été la plus émotive de la famille. Elle a admis qu'elle avait failli me le dire une douzaine de fois, mais qu'Émilie l'avait convaincue d'attendre. Sophie a dit qu'elle pensait que je ne le prendrais pas bien, que je prendrais mes distances ou que je m'effondrerais. Entendre cela m'a un peu piqué, mais je l'ai laissé passer. Il était clair qu'elle se culpabilisait déjà à ce sujet. Nous avons décidé de nous retrouver chez Émilie ce soir-là pour en discuter en famille. Ce fut une réunion tendue et silencieuse au début. Émilie avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi. Ma mère n'arrêtait pas de jouer avec son alliance, tandis que Sophie regardait le sol. J'ai brisé le silence, leur disant que je ne voulais plus de secrets. Si nous devions gérer cela, nous devions le faire ensemble. Elles ont hoché la tête, d'accord. Émilie a admis qu'elle avait tort de m'exclure, disant qu'elle pensait me protéger mais qu'elle réalisait maintenant qu'elle ne faisait qu'aggraver les choses. Sophie s'est aussi excusée, sa voix tremblante. Elle a dit qu'elle avait peur et qu'elle ne savait pas comment gérer cela. Je leur ai dit que je comprenais pourquoi elles avaient fait cela, mais que cela faisait toujours mal. Cela ressemblait à un petit pas vers la réparation des choses, même s'il restait encore beaucoup de choses non dites. Nous avons déplacé la conversation vers la suite. Nous avons décidé que nous devions emmener papa chez un spécialiste, quelqu'un qui pourrait nous donner un diagnostic plus clair. Nous avons parlé des options de soins à long terme, ce qui était une pilule difficile à avaler. L'idée de devoir planifier cela si tôt semblait comme une admission de défaite, mais nous ne pouvions plus l'éviter. Avant que je ne parte, nous sommes tombés d'accord sur un plan d'action. Je me suis proposé de prendre certaines responsabilités, en commençant par prendre rendez-vous chez le spécialiste. Émilie a semblé soulagée, probablement parce qu'elle avait fait le plus gros du travail. Sophie m'a embrassé alors que je partais, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions à nouveau de la même équipe. Ce soir-là, j'ai décidé de mettre à jour mon message Reddit. J'ai raconté à tout le monde la vérité au comment la discussion secrète ne concernait pas moi, mais la santé de mon père. J'ai partagé toute l'histoire, y compris la partie où j'étais arrivé aux pires conclusions. Les réponses étaient un mélange de sympathie et de validation. Beaucoup de gens ont dit que j'étais justifié de me sentir blessé, tandis que d'autres ont partagé des expériences similaires avec les secrets de famille et la démence. Cela m'a fait du bien de tout dire et de lire les commentaires de personnes qui comprenaient ce que je traversais. J'ai pris quelques jours de plus pour moi après cela. Je suis allé faire de longues promenades, j'ai écouté des podcasts tout pour me vider la tête. Je n'étais pas encore prêt à replonger au cœur du problème. J'avais besoin de décompresser et de trouver comment gérer cette nouvelle réalité. Lorsque j'ai été prêt, j'ai envoyé un SMS de groupe à Émilie et Sophie. Je leur ai dit, je suis là, quoi que cela signifie pour nous à l'avenir. Je savais que cela n'allait pas être facile, mais au moins, maintenant je n'étais plus dans l'obscurité, et peut-être, juste peut-être, nous en sortirons plus forts de l'autre côté. Mise à jour 3. Après m'être accordé quelques jours de répit, je me suis enfin senti prêt à affronter tout de front. Le silence m'avait aidé à assimiler les choses, mais je savais que je ne pouvais pas éviter ma famille éternellement. C'est alors que j'ai reçu un SMS de mon père. Il était simple, juste, je t'aime, mon petit. Pour une raison quelconque, cela m'a touché différemment cette fois-ci ou peut-être parce que je savais ce qu'il traversait maintenant. C'était doux amer, comme s'il tendait la main à travers un brouillard que je ne pouvais pas voir. Je lui ai répondu que je l'aimais aussi. Plus tard ce jour-là, Émilie m'a contacté avec un message inattendu. Elle m'a demandé si je voulais rejoindre le chat familial maintenant que j'étais au courant. Elle a dit que c'était logique que j'en fasse partie. J'ai hésité une minute, imaginant à quel point il pourrait être gênant de pénétrer dans cet espace qui m'avait été caché si longtemps.
Mais je savais que c'était une étape nécessaire si nous voulions aller de l'avant en famille. Je lui ai donc dit de m'ajouter. Lorsque j'ai ouvert la conversation pour la première fois, j'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce secrète pleine de chuchotements que je n'étais pas censé entendre. J'ai fait défiler les anciens messages, et tout y était, des discussions sur les rendez-vous chez le médecin, des mises à jour sur les médicaments et des moments de panique lorsque papa était confus ou contrarié. J'ai même vu quelques messages de Sophie qui s'effondraient, disant qu'elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir le coup. Lire tout cela a été bouleversant. J'avais été tellement concentré sur ma propre douleur que je n'avais pas considéré à quel point ils avaient géré les choses seuls. J'ai envoyé un message au groupe, les remerciant de m'avoir ajouté et disant que je voulais aider à partir de maintenant. Émilie a répondu rapidement, semblant soulagée, et Sophie a envoyé un emoji cœur. Cela ressemblait à un petit pas vers la reconstruction de la confiance qui avait été brisée. J'ai décidé de m'impliquer immédiatement. J'ai proposé d'emmener papa à son prochain rendez-vous chez le médecin, donnant ainsi une pause à Émilie et Sophie. Elles ont accepté, et le soulagement dans leur réponse était évident. Le lendemain, j'ai pris papa, et il semblait de bonne humeur. Nous sommes allés au parc avant le rendez-vous, quelque chose que nous faisions souvent lorsque j'étais enfant. Il a désigné les canards sur l'étang, me racontant une histoire sur la façon dont il avait autrefois apporté du pain rassis ici étant garçon. Il a ri, puis quelques minutes plus tard, il a recommencé à me raconter la même histoire. J'ai acquiescé, réalisant que cela faisait partie de la démence. C'était à la fois déchirant et étrangement réconfortant. Cela a rendu tout cela réel d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. Ce n'était plus seulement des histoires d'Émilie ou de Sophie, je le voyais de mes propres yeux. Au cabinet du médecin, papa a été confus quant à la raison de notre présence. Il m'a demandé 3 fois dans la salle d'attente si nous allions faire réparer sa voiture. J'ai simplement souri et lui ai dit que nous étions là pour un contrôle, essayant de garder l'ambiance légère. Ce fut un long rendez-vous, plein de tests et de questions. Le médecin m'a ensuite parlé en privé, expliquant que même s'il n'y avait toujours pas de réponse concrète, les symptômes étaient compatibles avec une démence à début précoce. Ils ont recommandé un nouveau spécialiste, et j'ai pris note pour en discuter avec mes sœurs. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes tous réunis chez Émilie. Cette fois, c'était différent, moins tendu, plus comme si nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Je leur ai parlé du rendez-vous, de ce que le médecin avait dit et de la recommandation pour le nouveau spécialiste. Émilie a pris des notes tandis que Sophie acquiesçait, semblant plus épuisée que je ne l'avais jamais vue. Après avoir passé en revue tous les détails, nous avons fini par parler des raisons pour lesquelles elle m'avait tout caché. Émilie a admis qu'elle pensait que je ne le supporterais pas bien. Elle m'a rappelé comment je me refermais généralement pendant les conversations difficiles, et Sophie a ajouté qu'elle ne voulait pas me surcharger, car j'avais toujours l'air occupé par le travail. C'était difficile à entendre, mais je comprenais d'où elle venait. Je les ai remerciés pour leur honnêteté et je me suis excusé de ne pas avoir été plus présent. Je pouvais voir comment mes propres actions les avaient poussées à penser qu'elles devaient me protéger. Nous avons décidé d'élaborer un plan approprié pour les soins de papa à l'avenir. Nous avons créé un calendrier partagé avec ses rendez-vous, répartissant les responsabilités équitablement. On avait l'impression d'aller enfin dans la bonne direction, comme si un morceau brisé de notre famille commençait à guérir. Après la réunion, j'ai parlé à ma petite amie, qui avait été tenue à l'écart jusqu'à présent. Je lui ai tout raconté, le chat secret, l'état de papa et ce que nous traversions. Elle a écouté tranquillement, puis m'a pris dans ses bras. Elle n'a pas essayé de proposer des solutions ni de me dire que tout irait bien, elle a juste demandé comment elle pouvait aider. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais besoin de ce soutien avant qu'il ne soit là. Les jours suivants ont semblé plus légers d'une certaine manière. Nous avons même réussi à organiser une soirée cinéma familiale. C'était la première fois depuis des mois que nous passions tous du temps ensemble juste pour le plaisir, sans le stress imminent des rendez-vous chez le médecin ou des conversations difficiles. Nous avons mis une vieille comédie que papa adorait. Il a ri au bon moment, même s'il ne semblait pas se souvenir du film. Pendant quelques heures, on avait l'impression que les choses étaient presque redevenues normales. Ce soir-là, j'ai publié une autre mise à jour sur Reddit. J'ai partagé comment les choses avaient changé, comment j'avais été ajouté au chat familial et faisais maintenant partie de la planification. J'ai raconté à tout le monde la soirée cinéma, les petits moments qui m'ont donné de l'espoir. Les réponses ont été extrêmement positives. Les gens ont commenté à quel point nous étions une famille forte et à quel point il était bon de nous voir nous rassembler.
Il était réconfortant de savoir qu'il y avait des gens qui nous soutenaient, même s'ils étaient des inconnus. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Ce n'était pas le résultat que je voulais, mais j'avais l'impression que nous étions tous du même côté maintenant. Peut-être que nous ne pouvions pas tout arranger, mais au moins nous étions ensemble, et pour le moment, c'était suffisant. Nous avons programmé un rendez-vous de suivi avec le spécialiste. Cette fois, le médecin a été plus direct. Il nous a suggéré d'essayer un nouveau médicament qui pourrait aider à ralentir la progression, mais il nous a mis en garde contre les effets secondaires possibles, notamment les sautes d'humeur et l'agression. La pièce est tombée silencieuse. C'était une décision difficile, et je pouvais voir mes sœurs déjà se faire leur propre opinion. Plus tard dans la soirée, nous avons eu un appel familial pour discuter du médicament. Émilie était pour. Elle a dit que nous devions essayer tout ce que nous pouvions pour aider papa, quels que soient les risques. Sophie, en revanche, hésitait. Elle avait lu des informations sur le médicament et s'inquiétait des effets secondaires. Elle ne voulait pas aggraver les choses pour papa, surtout qu'il était déjà si fragile. La discussion s'est rapidement transformée en dispute. Émilie a accusé Sophie d'être trop émotionnelle et de ne pas penser logiquement. Sophie a rétorqué qu'Émilie essayait de tout contrôler, comme elle le faisait toujours. Je pouvais sentir les vieilles dynamiques fraternelles revenir, les mêmes disputes que nous avions enfants, simplement habillés de problèmes d'adultes maintenant. Je suis intervenu, suggérant que nous prenions tous une journée pour nous calmer et faire plus de recherches avant de prendre une décision. Elles ont accepté à contre-cœur. Le lendemain matin, j'ai appelé un spécialiste de la démence pour un deuxième avis. Nous avons réussi à obtenir un rendez-vous la même semaine. Cela semblait être la bonne décision, d'avoir une partie neutre qui intervenait ou quelqu'un qui n'était pas impliqué dans notre drame familial. Le spécialiste était calme et minutieux, expliquant en détail les avantages et les risques potentiels. Il n'a pas mâché ses mots, le médicament pourrait aider, mais c'était un pari, et nous devrions surveiller papa de près pour tout changement. Nous avons quitté le rendez-vous en étant plus informés, mais toujours incertains. Ce soir-là, alors que nous essayions de déterminer nos prochaines étapes, nous avons reçu une visite inattendue de tante Lisa, la sœur de ma mère. Lisa n'avait pas été impliquée dans tout cela jusqu'à présent. Elle habite hors de l'État et n'avait même pas vu papa depuis Noël dernier, mais maintenant elle était là, pleine d'opinions, et aucune d'elles n'était utile. Lisa a commencé à nous critiquer immédiatement. Elle a fait des commentaires sur la façon dont nous avions mal géré les choses, disant que papa aurait dû être placé dans une résidence pour personnes âgées il y a des mois. C'était comme si elle était venue avec un scénario, déjà convaincue que nous le laissions tomber. Émilie et Sophie sont toutes les deux restées silencieuses, ne sachant pas comment répondre. Je pouvais sentir la tension monter. C'était comme si nous étions de retour à la case départ, tous les progrès que nous avions faits s'effondrant à cause de ces conseils non sollicités. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis retrouvé à lui tenir tête. J'ai dit à Lisa qu'elle n'avait pas le droit de nous juger alors qu'elle n'avait pas été là pour aider. Elle a eu l'air stupéfaite, comme si personne ne lui avait jamais répondu auparavant. J'ai souligné que nous étions ceux qui emmenaient papa au rendez-vous, qui gérions ses soins et qui gérions tout au quotidien. Si elle voulait critiquer, elle aurait dû être là dès le début. Je m'attendais à moitié à ce qu'Émilie et Sophie restent silencieuses, mais elles m'ont soutenu. Pour la première fois, nous étions un front uni contre une personne extérieure qui essayait d'interférer. La confrontation a semblé nous rapprocher. Nous avons réalisé que si nous ne pouvions pas rester unis, toute cette situation nous déchirerait. Nous avons décidé, en groupe, d'essayer le nouveau médicament, mais avec prudence. Nous surveillerions papa de près et arrêterions immédiatement si nous voyions des changements négatifs. Pendant les premiers jours, tout a semblé aller bien. Puis l'agression a commencé. C'était subtil au début, au papa s'irritant pour des petites choses, nous grondant lorsque nous lui posions des questions simples, mais cela a rapidement augmenté. Un matin, il a lancé sa tasse à café à travers la cuisine, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Sophie était en larmes, essayant de le calmer, tandis qu'Émilie et moi restions simplement là, choqués. Les épisodes sont devenus plus fréquents. Papa avait des moments où il ne nous reconnaissait pas, criant à Sophie de quitter sa maison ou accusant Émilie de lui voler ses affaires. C'était terrifiant. Nous nous attendions à certains effets secondaires, mais rien de tel. Nous nous sommes réunis chez Émilie pour trouver une solution. Sophie était en plein désarroi, disant qu'elle ne pouvait plus supporter de voir papa comme ça. Même Émilie, qui est généralement la plus forte, a admis qu'elle avait peur et ne savait pas quoi faire.
Ce fut un rare moment de vulnérabilité pour elles deux. J'ai suggéré que nous envisagions d'embaucher un aidant professionnel, au moins à temps partiel. Ce n'était pas quelque chose que nous voulions, mais il devenait clair que nous ne pouvions plus faire cela seuls. Elles ont toutes les deux acquiescé, épuisées et vaincues. Ce soir-là, je suis retourné sur Reddit. Je n'avais pas publié de mise à jour depuis un moment, mais j'avais besoin de me confier. J'ai écrit sur tout, le nouveau médicament, l'agression, la visite de tante Lisa et la difficulté que nous avions à faire face. J'ai demandé des conseils à tous ceux qui avaient vécu quelque chose de similaire. La réponse a été extraordinaire. Les gens ont partagé des histoires sur leurs propres parents, offrant des conseils et du soutien. Certains ont suggéré que nous arrêtions immédiatement le médicament, tandis que d'autres ont donné des recommandations pour une aide professionnelle. Cela a fait du bien de lire les commentaires, de savoir que nous n'étions pas seuls dans cette situation. Nous avons décidé de faire une pause avec le médicament, au moins jusqu'à ce que nous puissions mieux maîtriser les choses. Les épisodes agressifs ont commencé à diminuer, mais nous savions que nous avions un long chemin devant nous. C'était l'un de ces moments où nous avons réalisé que c'était notre nouvelle normalité, et que nous devrions continuer à nous adapter, aussi difficile que cela puisse être. Alors que j'éteignais mon téléphone ce soir-là, j'ai ressenti un étrange mélange d'épuisement et de soulagement. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais au moins nous y faisions face ensemble maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant. Mise à jour 5. Les semaines qui ont suivi l'arrêt du médicament de papa ont été difficiles, mais les choses ont finalement commencé à se stabiliser. Nous savions que nous ne pouvions pas continuer comme ça seuls. Nous avions reporté la conversation concernant l'embauche d'un aidant professionnel, mais il était temps. Émilie, Sophie et moi nous sommes assis pour une discussion sérieuse. Aucun de nous ne voulait l'admettre, mais nous étions épuisés. Nous ne pouvions pas être là 24h24 et 7h7, et papa avait besoin de plus d'aide que ce que nous pouvions lui donner. Ce n'était pas la décision que nous voulions prendre, mais nous avons convenu que c'était ce dont il avait besoin. L'étape suivante consistait à interviewer des aidants, ce qui semblait être une tâche énorme. Nous avons passé en revue une longue liste de candidats, en parlant à une agence après l'autre. Certaines personnes semblaient gentilles mais inexpérimentées, d'autres étaient professionnelles mais semblaient froides. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse gérer l'aspect médical des choses, mais aussi se connecter avec papa sur un plan personnel. Après ce qui a semblé être des dizaines d'entretiens, nous avons finalement rencontré Karen. Elle avait la cinquantaine, avait des années d'expérience avec les patients atteints de démence et, surtout, elle avait une chaleur particulière. Elle n'a pas précipité ses réponses, et elle a posé des questions pertinentes sur papa, ses centres d'intérêt, ses routines, ce qui le faisait sourire. À la fin de la réunion, nous avons tous senti qu'elle était la bonne personne. Nous avons organisé une réunion de famille pour discuter du nouveau plan, cette fois en incluant papa. Ce fut un moment doux amer. Papa était plus silencieux que d'habitude, mais dans un rare moment de lucidité, il nous a tous regardés et a dit « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les enfants ». Nous ne l'avions pas entendu parler de manière aussi cohérente depuis des semaines. Émilie a eu les larmes aux yeux et Sophie lui a serré la main. Cela ressemblait à un petit cadeau à un moment où l'ancien papa transparaissait à travers le brouillard. Le jour où Karen a commencé a été plus difficile que je ne l'aurais pensé. Nous avions passé la matinée à lui expliquer sa routine, à lui montrer où se trouvait tout. Elle a écouté patiemment, en prenant des notes et en posant des questions. Lorsqu'il était temps de partir, je me suis retrouvé à traîner, pas prêt à y aller. J'ai fini par passer la majeure partie de la journée là-bas, simplement assis avec papa. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous n'avions pas besoin de le faire. Je voulais juste être là, savourer les moments calmes. On avait l'impression de dire au revoir à la vie que nous connaissions, même si nous ne l'admettions pas à haute voix. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à trouver un nouveau rythme. Le fait d'avoir Karen là a enlevé un poids énorme de nos épaules. Ce fut un ajustement, mais cela nous a donné de l'espace pour respirer. Nous pouvions voir que papa était aussi plus détendu, peut-être parce qu'il ne sentait plus notre stress. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous pouvions réellement profiter du temps que nous passions avec lui au lieu de toujours nous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Avec la crise immédiate derrière nous, nous trois avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors des soins de papa. Nous allions prendre un café après les visites, faire des promenades et simplement parler. C'était comme si nous nous redécouvrions en tant que frères et sœurs, pas seulement en tant que personnes coincées dans une situation difficile. Un soir, nous étions assis autour de la table de la cuisine d'Émilie, évoquant notre enfance.
Nous avons ri de nos vieilles vacances en famille, des disputes pour la télécommande et du moment où Sophie s'est perdue aux eaux et où nous avons tous paniqué. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, nous ne faisions pas que faire face, nous nous connexions. Quelques jours plus tard, j'ai publié ce que je savais être ma dernière mise à jour sur Reddit. J'ai partagé comment les choses avaient changé, comment l'embauche d'un aidant avait été la décision la plus difficile mais la meilleure que nous ayons prise. J'ai écrit sur la réunion de famille, le moment de lucidité de papa et le lien qui avait commencé à se former entre nous, frères et sœurs. J'ai remercié tout le monde pour son soutien. La lecture des commentaires au cours des derniers mois m'avait fait me sentir moins seul, comme si j'avais toute une communauté qui nous soutenait. Nous avons continué à avancer, en élaborant des plans pour l'avenir. J'ai commencé à réfléchir à des moyens de préserver la mémoire de papa à mesure que son état s'aggravait. J'ai fait un album photo de nos moments préférés ensemble et j'ai commencé à noter toutes les histoires drôles qu'il avait l'habitude de raconter. Je ne voulais pas que ses souvenirs s'estompent, même s'il ne s'en souvenait plus. Puis, de façon inattendue, tante Lisa a appelé. J'ai presque raté l'appel, mais je suis content de l'avoir décroché. Elle s'est excusée de la façon dont elle avait agi auparavant, admettant qu'elle avait dépassé les bornes. C'était gênant au début, mais je pouvais dire qu'elle était sincère. J'ai décidé de laisser tomber, il était inutile de s'accrocher à de vieilles rancunes alors que nous avions des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. Un après-midi, j'étais assis avec papa, et il m'a regardé avec un sourire. Il a fait une petite blague sur le temps, quelque chose qu'il avait l'habitude de dire tout le temps. Ce fut un petit moment, probablement insignifiant pour les autres, mais cela ressemblait à une victoire. Je me suis accroché à ce moment, sachant qu'il devenait de plus en plus rare. Dans mon dernier message sur Reddit, j'ai laissé un message que j'espérais que d'autres personnes traversant une situation similaire pourraient comprendre, chérissez les petits moments, ce sont ceux qui comptent le plus. Les commentaires étaient remplis de gens partageant leurs propres histoires de perte, d'espoir et d'amour. C'était comme une étreinte collective d'étrangers, et c'était la façon idéale de terminer ce chapitre. Alors que j'étais assis là à lire les réponses, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Je savais qu'il y avait encore des jours difficiles à venir, mais je n'avais plus peur. Nous avions surmonté le pire ensemble, et je savais que nous pouvions gérer tout ce qui allait arriver. Pour l'instant, je me concentre sur le présent, savourant chaque moment qu'il me reste avec papa. Il n'y a pas de fin parfaite ici, mais ce n'est pas grave. Nous prenons les choses jour après jour, et c'est suffisant.